Bonjour tout le monde, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, vous voyez, on est avec Jérôme Blanchet-Gravel, donc on va faire le tour des grands dossiers de Libre Média des 2 dernières semaines. Ça va être quand même vraiment intéressant. Je vous retiens pas plus long. On sait, Jérôme parle beaucoup, donc il faut qu'on lui laisse le maximum de temps. N'hésitez pas à vous abonner à Libre Média, à payer pour un abonnement, chose que j'ai fait la semaine Oui, j'ai vu. passée. Il suit ses affaires de proche, Jérôme. N'hésitez pas à vous abonner à Libre Média. Ils produisent du contenu 100% original, 100% authentique. C'est ce qu'on veut. On veut des médias indépendants qui font pas juste commenter l'actualité comme nous, on va faire. On veut aussi des médias qui produisent du contenu original. On réussit maintenant, nous autres aussi, Yann et Frank, à en produire du contenu original avec nos podcasts à 7h45 le matin. Jacinthe Ève, Jonathan Poulain, Karim et Layoubi vont nous apporter souvent du contenu très original avec Joey Aubé également, puis Pascal le vendredi qui est carrément autre chose. Mais c'est important de produire du nouveau contenu pour nous permettre de s'abreuver. Puis le podcast d'aujourd'hui est entièrement basé sur du contenu qui a été produit par Libre Média. Donc, on vous invite à vous abonner à Libre Média, évidemment. Absolument. Écoute, juste pour expliquer, tu sais, Jérôme, qu'on est dans une époque de victimisation où on apprend presque aux jeunes à partir du jeune âge et plus tard à quel type de victime tu veux t'identifier. Et on dédie chaque jour un segment à ça. C'est la victime du jour. Il y a même un thème pour ça avec un personnage que tu reconnaîtras qui est devenu célèbre dans l'actualité. There's so much potential for beauty and for devastation. Et donc, dans l'histoire de la CAQ qui a, pour la 20e fois renié des engagements qu'ils ont pris, ils ont décidé d'abandonner le projet de troisième lien pour la région de Québec. On a un ministre, Éric Kerr, qui avait dit qu'il allait démissionner. Il a réitéré en 2022, lors de l'élection, qu'il allait se battre jusqu'à sa dernière goutte de sang, que le projet ne reculerait jamais, etc. Et là, finalement, il nous dit non, j'ai décidé que j'allais rester. Il n'y a pas de problème. Et comble comble de l'histoire, et c'est pour ça que je l'ai désigné comme victime du jour, puis ça va nous amener à parler de la CAQ un peu. Voici ce qu'on avait hier en fin de journée dans les médias de Radio-Canada, médias neutres et indépendants. Éric Kerr, victime de menaces depuis l'abandon du volet autoroutier du troisième lien. Et là, on a une image de lui là, presque en pleurs. Là, et dedans, on explique que c'est tellement pas drôle là, de recevoir des messages comme ça. Il dit « Je comprends la grogne, mais là, on est quand même des humains. » etc. Je ne vais pas démissionner, le contexte a changé. C'est quand On a même eu une assez, pandémie, sérieux. Hey, je suis plus capable. c'est quand même assez incroyable. C'est un peu ça que je voulais parler un matin dans la chronique avec Maurice, c'est l'inversion des valeurs. Hein. C'est le courage maintenant, c'est l'idée qu'il faut faire l'inverse de ce que les citoyens veulent. L'honneur, c'est trahir sa parole. C'est quand même non, mais c'est quand même assez spectaculaire. Ben oui, cher ami, tu récoltes ce que tu as semé, le mécontentement des citoyens que tu as floué. Curieux article, effectivement. C'est comme si que les gens pour l'automobile sont encore une fois des gens qui ont un discours haineux, potentiellement terroristes. Vont-ils s'en prendre physiquement à Éric Kerr? C'est toujours ça, alors que finalement, ce qui baigne dans l'air, du moins autant, c'est l'espèce d'éco-terrorisme qu'on est en train de légitimer. Je pense notamment à une chronique d'Aurélie Langto qui posait la question la semaine dernière, faut-il éventuellement laisser des groupes écologistes détruire des infrastructures? En gros, c'est la question qu'elle posait, comme si c'était tout à fait normal. Ou s'en prendre à la propriété privée, c'est ça. Ah, c'est anodin comme question, Jérôme. Oui, tout à fait. Donc,
Donc, si on est pour présenter ce genre d'article-là avec M. Carr, il faut faire les deux. Là. Il faut montrer les deux côtés. Donc, des menaces, il y en a des deux côtés. J'en ai reçu d'ailleurs des pas pires la semaine dernière. C'est toujours paradoxal quand même aussi comme chroniqueur, ça doit vous arriver aussi, vous, Yann et Frank, de recevoir des messages de haine de personnalités, de gens, pas de personnalités quand même, là, de gens qui vous accusent d'avoir un discours haineux, mais qui vous envoient pratiquement des menaces de mort. Tu dis, OK, c'est moi le haineux aujourd'hui dans cette histoire. Ben, coudonc, c'est quand même. Et ces gens-là sont tellement pris dans leur idéologie qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Hein. Ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui véhiculent un discours souvent haineux. Ce qui va arriver aussi avec. En fait, je pense que c'est le problème de toute personnalité publique. Effectivement, ça vient avec des gens un peu débiles sur les réseaux sociaux. On en reçoit tous, là, tu sais, dans notre côté, c'est des dizaines par jour. Donc, j'ai pas de misère à penser qu'Éric Kerr en reçoit d'une manière naturelle de son côté. Évidemment, quand il se met à l'avant-plan de l'actualité, comme il a été dans la dernière semaine, généralement, ça fait en sorte qu'il va en recevoir plus. Sauf que c'est rendu une stratégie caquiste évidente de toujours essayer de se sauver ou de se faufiler d'un débat important avec cette stratégie-là de victimisation. On l'a vu dans la dernière campagne électorale, le nombre de jours qui ont été gaspillés à discuter du vandalisme sur leur pancarte électorale, par Ben oui. exemple. Ça faisait sourire quand même, ça aussi. Puis, évidemment, on le dit d'entrée de jeu, on condamne toute forme de violence, qu'elle Ben soit oui. verbale ou physique. Mais c'est sûr que la CAQ a quand même instauré un régime policier et carcéral pendant près de 2 ans au Québec. Donc, c'est sûr que si le prix à payer pour ça, c'est des pancartes électorales vandalisées, vraiment, à l'échelle mondiale, ça fait sourire. Vous savez, au Mexique, souvent, ce sont des têtes de politiciens qu'on retrouve dans des paniers durant les élections. Donc, moi, c'est sûr que d'ici, je me disais, bon, on a Oui, on a la carte de des campagnes. l'intimidation facile. C'est qu'on parle quand même de politiciens qui ont mis leur honneur en jeu, qui ont dit qu'ils promettaient des choses. C'est Bernard Drainville s'est présenté dans le comté de Lévis comme individu parachuté en disant « Je sais que je ne suis pas un gars de Lévis, mais quand même, je vais défendre le plus gros projet que vous avez dans la région depuis des années. Lâchez-moi avec les GES, là, ça suffit, les ayatollahs du climat. » Et finalement trahit l'engagement, ou en tout cas fait partie d'un gouvernement qui trahit l'engagement. Tu dis la moindre des choses sur l'honneur, c'est de dire, écoutez, on m'a convaincu de revenir en politique, on me jette en dessous de l'autobus après à peine quelques mois comme ça, je m'en vais et parce que moi, je ne cautionne pas ça, mais non, on verse une larme. D'ailleurs, c'était presque une caricature. Là, C'est risible. le père de la charte qui pleure devant un crucifix à heure de grande écoute. Là, je veux dire, c'était quand même. C'est presque burlesque, en fait. Et là, la prochaine étape, c'est de la victimisation. C'est, ouais, là, hey, on fait du porte-à-porte, les gens sont méchants. Il y a même quelqu'un qui m'a fermé la porte au nez. Oui, mais est-ce que vous pensiez quoi? Est-ce qu'ils s'attendaient à recevoir des merci d'avoir ainsi berné les citoyens? Moi, ça me sidère. Non seulement pas d'excuses, pas de mea culpa, pas de démission, pas rien, mais en plus, on trouve le moyen de dire, écoutez, là, les gens qui nous écrivent pour dire qu'ils ne sont pas contents, vous nous intimidez. Mais la population de Québec a été très naïve, la population québécoise en général. Mais on parle quand même d'un parti qui a usé de la désinformation d'État pendant 2 ans, donc qui a trompé quand même les citoyens en trafiquant certaines données de la santé publique, il faut le dire, disons en faisant une interprétation particulière des données de la santé publique. Donc, on a orienté évidemment le discours en fonction du seul discours, enfin, qui peut être tenu durant la crise sanitaire. Donc, on parle d'un parti qui a fait ça pendant 2 ans et ensuite, on s'étonne qu'on puisse mentir sur un projet de troisième lien. Il ne faut pas être trop naïf, là. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour la CAQ dans la région de Québec. C'est quoi les pourcentages? C'est au moins peut-être près de la moitié, j'imagine. C'est 40-45% dans à peu près tous les comtés. Là. Donc, à quoi vous attendiez?
Je dis pas que vous êtes responsable de votre malheur, mais franchement, il y a une grande naïveté là, à ce niveau-là. Ben, je pense que les gens, en fait, le calcul qu'ils ont fait, beaucoup de gens, si on enlève les personnes âgées qui avaient peur, puis bon, on ne reviendra pas sur cette histoire-là de la gérontocratie québécoise, là, mais je pense que les autres personnes, moi, je l'entendais dans des gens qui sont dans mon entourage, je disais, regarde, je comprends l'histoire de la pandémie, mais le plus gros projet de notre région, ils se sont mis le bras dans le tordeur, ils ont répété 42 000 fois qu'ils allaient le faire. Fait qu'on lui donne une dernière chance parce qu'on tient vraiment à ça. Mais ils n'avaient pas confiance non plus, mais ils pensaient que quand tu as des députés qui mettent leur siège en jeu, que tu as des gens qui répètent ça depuis. Tu sais, c'est pas une affaire qui a été dit 3 fois, là, c'est quelque chose qui a été répété, répété, répété et répété avec des conférences de presse conjointes avec des maires de la ville. Ah, ouais. Tu sais, tu comprends? Donc, les gens. Non, je dois avouer qu'on pouvait quand même séparer le dossier sanitaire puis J'ai celui du l'impression. troisième lien, là. Ben, Mais encore je là, pense que les gens ne pensaient pas qu'ils pouvaient aller aussi loin dans la négation de ce qu'ils avaient promis. Tu sais, on s'est dit, bon, OK, la pandémie, bon, OK, on n'était pas d'accord, mais il devait y avoir des luttes internes, la santé publique, toutes les patentes. Tu sais, reculer sur des petites affaires, tu dis, bon, ils ont changé d'idée, mais sur quelque chose de. Tu sais, c'est un peu comme si tu disais. Moi, j'ai l'impression que pour les gens de la région, c'est un peu comme si tu disais à un péquiste, franchement, t'es bien naïf d'avoir cru qu'il voulait faire la souveraineté. C'est ouais, mais c'est parce que Ouais, c'est clairement ça. c'est un peu de ce niveau-là mais on régionalement. sentait quand même, c'est-à-dire, il y a quand même, dans une perspective idéologique, il y a un continuum. C'est-à-dire que faut-il s'étonner qu'un parti qui a interdit la circulation entre régions pendant plusieurs mois veuille maintenant interdire la circulation automobile? Je sais que je suis d'accord. On peut se séparer, puis bon, ça nous apparaît bien distinct, tout ça. Et quand on y pense, les séquelles du sanitarisme, c'est quand même un écologisme de contrôle bon, qui est embryonnaire, qui va se manifester sous diverses formes. Mais de manière cohérente, la suite du sanitarisme, c'est un écologisme de contrôle. Puis je ne dis pas que la CAQ est 100% là-dedans. Là, on parle quand même juste de l'abandon d'un pont. Oui, un pont structurel, etc., pour la région. Mais de manière cohérente, je le répète, ça suit quand même ce qui a été fait. Donc, toute cette espèce de société où il y a des limites. On met des limites, que ce soit sur le plan de l'énergie, sur le plan de la santé. C'est une société qui se préoccupe des feux de forêt, pas des feux de forêt, mais des feux de camp faits dans des parcs nationaux. Donc, toute cette société qui vise, qui est finalement ultra sceptisée et qui s'invente des problématiques pour finalement donner un sens à la vie des citoyens qui en ont plus beaucoup. Donc, quand même, on parle quand même d'un parti qui interdisait aux gens de franchir une autre région. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Puis ça nous amène, Jérôme, à un des textes que tu as fait dans Libre Média. Tu as un entretien avec un sociologue français que tu as appelé Le temps des peurs. Peux-tu nous en dire un peu plus Ouais, ben, en de fait, ce c'est ça, côté-là? c'est le bouquin qu'a écrit le sociologue Michel Maffesoli qui s'appelle Le temps des peurs, puis qui explore justement un peu le contexte puis l'impact aussi, justement, tu en as bien parlé du sanitarisme puis des séquelles que tout ça laisse. Parce que qui dit peur dit aussi contrôle. Qui dit contrôle dit. Et j'ai écouté l'entretien justement que tu as fait avec lui où il parle de justement cette police de la pensée. Puis il disait je le paraphrase, mais il disait un peu, moi, je suis un sociologue, j'étais invité sur des plateaux de télé. On ne m'a jamais accusé et fait autant de procès d'intention d'une certaine manière que durant cette période-là, où je faisais le même travail, en gros, que j'ai fait dans les 40 années avant, où, en grosso modo, les gens me disaient « Ah, c'est intéressant, on est d'accord, pas d'accord », mais là, c'était les anathèmes, t'es conspirationniste ou je sais plus trop quoi. Donc là, lui, il voit vraiment comme une espèce de rupture là, avec ça. Je sais pas si j'ai bien interprété ce qu'il disait, là, mais c'est ce que j'ai compris de l'entretien que tu as fait avec lui. Oui, ben c'est ça. Nous, on est toujours dans notre période de post-Paris là, à Libre Média. Donc, on a fait plusieurs entrevues à Paris avec des personnalités, dont Michel Maffesoli, qui est un sociologue bien connu en France, mais pas juste en France, en Amérique latine en particulier, en Corée aussi. Il a été traduit dans plusieurs langues. Donc, quelqu'un quand même d'important.
Et effectivement, Mafessoli a été un des seuls intellectuels français à critiquer la gestion de la pandémie. Donc, c'est sûr qu'à Libremédia, un média qui est né de la grande déception Ouais. la grande déception du public face au régime de peur, justement, qui a été instauré, puis à mon manque de liberté d'expression. Ben, ça me paraissait intéressant de l'interroger. Mafessoli, lui, par contre, il croit que vont suivre des révoltes populaires. Hein. Donc, c'est son côté optimiste. Lui, il dit réaliste. Il me corrige. Donc, lui est convaincu qu'en Europe en particulier, le peuple ne va pas continuer à se soumettre à cet establishment sanitariste, on appelle libéral en Europe parce que ça veut dire encore, mais qui n'est pas tout à fait libéral. Parce que est-ce que Emmanuel Macron est un président libéral avec, après 2 ans de confinement? Évidemment, Ouais, le ça, confinement n'était pas une mesure libérale. Là. c'est les épouvantails français. Là. On s'en est parlé en privé. Là. Eux, en gros, tout ce qui va mal, c'est à cause du néolibéralisme. Je sais pas trop. Ils ont beaucoup de misère à identifier ce concept-là de manière claire, là, à mon avis. Là. Mais ouais, et lui, il pense que tout ça va provoquer une espèce de rupture. C'est ça. Moi, j'en suis pas convaincu qu'il va y avoir des soulèvements populaires comme il l'a décrit. Puis les gens vont sentir dans l'entrevue un peu mon scepticisme par rapport à ça. Mais c'est vrai, c'est nettement aller. Je pense que les gens doivent aller voir l'entrevue, puis après ça, peut-être lire le livre Le temps des peurs, dans laquelle ils décortiquent vraiment la stratégie de la peur mise en place par les gouvernements durant les 2, 3 dernières années. Et c'est vraiment un point de vue très original. C'est vraiment un bonhomme aussi, un personnage. Michel Mafessoli, nœud papillon, un peu dandy. C'est vraiment une personne un peu d'une autre époque. À chaque fois que je vais chez lui à Paris, je me dis, j'ai l'impression, là, ça se met à fumer des cigares. Là, je suis comme dans les années 20 ce soir. Là. C'est vraiment. D'ailleurs, le milieu parisien est très particulier. Je ne sais pas si les Québécois ils imaginent à quel point ça peut être. Comment dire, c'est un vrai cinéma, là, les milieux intellectuels parisiens. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien de ce qu'on voit au Québec. Ça nous manque un peu cette espèce de ces personnages. Je trouve qu'au Québec, on n'a pas assez de personnages avec du panache, etc. Bref, il faut découvrir le personnage pour découvrir son point de vue. Mais non, je suis assez fier, je suis assez satisfait quand même de la série d'entretiens qu'on a réalisés. Là, il nous en reste une entrevue à publier dans les prochains jours. J'ai juste une parenthèse. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vu les stats de votre chaîne YouTube, mais vous êtes en forte croissance quand même. Là. Vous approchez le 10 000 tranquillement de votre côté. Ben, je pense qu'on est passé de 3 000 à 10 000 en comme 4 semaines. Wow! Ouais. Puis c'est en grande partie grâce au travail de Francis Denis, hein, qui est très bon, là, le vidéojournaliste, qui est directeur finalement de tout ce qui est vidéo à Libremédia. Donc, c'est grâce à lui. Donc, moi, je me pointe à Paris, c'est bien beau faire des entrevues, mais ça prend quelqu'un pour filmer et réaliser correctement. Donc, évidemment, je ne ferais pas ça sans lui. Et je le remercie, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui n'a pas peur de dire écoute, demain, on va à Paris. Puis bon, le gars prend ses caméras, puis on se rejoint à Paris, tout simplement. C'est quelqu'un qui est venu à Mexico ici pour. Il a tourné le documentaire Post-Mortem sur la gestion de la pandémie, le gros documentaire qu'on a publié à Libremédia. On a fait un lancement à Montréal, comment dire ça, une première à Montréal. Donc, ça, c'est le documentaire qui me met en scène là, au Québec, à Mexico, etc. Donc, mais oui, c'est vrai, notre chaîne YouTube est peut-être ce qui le croit le plus en ce moment. Nos statistiques sont encore bonnes sur la plateforme, mais. Donc, Francis a quand même une empreinte carbone très élevée. Là. C'est ça qu'il faut souligner, presque autant que celle de la mairesse de Montréal ou du maire de Québec. Mais tu sais, ce que je trouvais intéressant dans le propos que tu avais dans l'entrevue avec Mafessoli, c'est justement, tu faisais le pont avant entre le sanitaire et l'écologie.
Et le lien qui unit ces deux thèmes-là ensemble, qui sont pourtant très distants, parce que dans un cas, on parle de virus, de santé publique, et dans l'autre cas, on parle d'environnement, de GES et tout ça. Mais le point qui vient ensemble, et on l'a vu qu'à un moment donné, on causait des fractures dans la population, puis c'est là que ça donnait lieu au convoi des camionneurs, etc. C'est que. Il donne cet exemple-là, d'ailleurs. Mafesoli, parmi les exemples qu'il donne celui des camionneurs. Pour lui, s'il considère que c'est une révolte populaire. Mais c'est vrai qu'en France, ça a été très, très, très frappant pour les Français de voir. Ça a été très, très suivi en France. D'ailleurs, une fois, j'étais à la Sud Radio avec André Berkoff durant la révolte des camionneurs. J'étais à Paris en 2022, février 2022. Et ça intéressait beaucoup, beaucoup les Français. Ils ont été très, très, très intéressés par ce qui s'est passé. Puis c'est vrai que c'est quand même pas banal. Ben oui, puis on en parlait, moi, Yann, à ce moment-là, puis on le disait, c'est que tu peux piler sur la population pendant un certain temps, tu sais, leur augmenter leurs impôts, leur mettre des nouvelles, tu sais, entretenir un nouveau délire par rapport à telle idée, mettre des lois sur peu importe la laïcité, whatever. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux tant que tu joues pas trop dans la vie intime des gens. Tu sais, on dit, il y a une tradition un peu dans le monde libéral, c'est justement quand on passe la porte de ma maison, je suis roi et maître chez moi. Mais là, on s'aperçoit que de plus en plus, avec la pandémie, a été vraiment l'élément culminant de ça. Puis c'est un peu la même chose avec l'écologie, c'est que les gens ne sont plus maîtres chez eux. Là, vous allez faire attention à ce que vous faites avec vos déchets. Votre feu de foyer que vous aimez avec votre famille, on va vous enlever ça, on va mettre une police des poêles à bois qui va venir inspecter votre vie privée. Ah, vous pensiez que vous aviez le droit d'inviter chez vous qui vous voulez, manger avec qui vous voulez, alors que vous voulez, parce que vous êtes roi et maître chez vous. Ben non, on va vous mettre un couvre-feu, on va vous dire que on va inviter vos voisins à faire de la délation. Et là, on s'imagine très bien que la culture de la délation qui est intériorisée avec la pandémie, elle va se poursuivre avec les histoires d'environnement. Et lorsqu'on viendra à dire, vous n'avez plus le droit de faire des feux, vous n'avez plus le droit je ne sais pas, d'arroser votre entrée avec votre hose ou de remplir votre piscine parce qu'il manque d'eau et que la terre se meurt, ben on va avoir des gens qui vont appeler au poste de police. Écoutez, il y a un criminel à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui remplit sa piscine d'eau. On le voit très. Moi, je le veux. Ça se Ça existe dessine en devant mes France. yeux. En France, dans des régions affectées par la sécheresse, il y avait ce qu'on a appelé une police d'environnement là, qui patrouillait les rues de certains secteurs pour s'assurer qu'effectivement les gens n'arrosaient pas leurs plantes. Il faut dire que des problèmes d'eau, c'est concret. Là. Il va falloir qu'on trouve des solutions aussi. Au Mexique, par exemple, on a des grandes compagnies qui vont pomper l'eau de manière à ce qu'il n'en reste plus pour les autres. Coca-Cola, par exemple, ou des grosses compagnies de bière. C'est vrai que dans certaines régions, c'est une compagnie qui s'installe, puis bon, ils siphonnent toute l'eau. Et c'est vrai que ça prend de l'eau pour tout le monde. Là. Donc, est-ce qu'il faut taper sur les doigts de la compagnie? Je pense que oui. Il y a aussi des méga projets immobiliers, des grandes tours qui vont aussi monopoliser toute l'eau d'un quartier. Il en reste moins pour les habitants d'à côté. Vous savez, à Mexico, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas boire l'eau du robinet en passant. Donc, tout le monde fait avec des grandes cruches, etc. Donc, en tout cas, l'eau à l'échelle mondiale, ça reste un problème. Là. Mais après, l'écologisme de contrôle, un versant totalitaire dont il faut se méfier aussi. Moi, je suis comme pour avoir les deux perspectives là, sur. C'est quelque chose que tu sens, Mexico, justement, un écologiste de contrôle à cause de l'eau potable? Oh mon Dieu, ici, il n'y a pas de contrôle sur grand-chose dans le sens où c'est l'anarchie. Là, Je m'en doutais, là. C'est-à-dire, moi, ça me fait trouver l'affaire de la CEPAC. Vu d'ici, c'est vraiment un monde parallèle. Je ne sais pas si vous imaginez, Mexico, 25 millions d'habitants. Donc, c'est plus que 3 fois le Québec dans la ville. Au jour de l'an, le lendemain, tu te lèves et toute la ville est dans le brouillard parce que tout le monde a lancé des pétards, des feux d'artifice de manière illégale. Évidemment, c'est interdit parce que les gens, il doit y avoir des gens qui doivent faire des crises d'asthme épouvantables. Donc, tu te lèves le matin, là, le premier, là, tu ne vois pas à 10 mètres dans la rue. C'est juste des feux d'artifice qui a créé ça. Oui, juste des feux d'artifice. Donc, ça, c'est un exemple. Là, il y a d'autres fêtes religieuses, etc.
Le monde, ils sont sur les toits le soir à des rave Ben, parties. écoute, tu dis ça, Jérôme, puis j'ai googlé pour le fun, feu d'artifice interdiction. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose au Québec. Mont-Tremblant interdit les feux d'artifice pour des raisons environnementales. Un article de mais Radio-Canada qui vous date comprenez, de... juste pour finir le point. Donc, vous êtes ici. C'est une des villes les plus polluées au monde. Ça sent le gaz. Souvent, je me lève le matin, je descends avec le chien. Tu as une bonne draft de gaz. Là, quand tu reviens à Mexico de la région, c'est 25 millions. Là. C'est comme New Delhi. Là, Ouais. je pense que Delhi est plus pollué. Et là, mais là, vous tombez sur un article qui dit que la CEPAC s'inquiète sans gêne là, de feux de camp dans un parc national. Non, mais vraiment, tu dis, ça frôle la maladie mentale. Ah, je dirais même qu'on est presque rendu là. Puis, tu sais, mais justement, le lien entre tout ça, c'est vraiment que la pandémie a légitimé des gestes que moi, j'appelle ça des simagrées liturgiques. Là. Mais on est vraiment là-dedans, là, de dire aux gens. Moi, je me rappelle, écoute, c'est un truc qui m'avait fasciné. J'allais faire de la randonnée, justement, dans une CEPAC, et il avait fermé un des sens du sentier pour être sûr que des gens ne se croisent pas. Donc là, tu marches dans le bois, mais juste dans un sens. T'sais. Mettons que tu as oublié tes lunettes de soleil dans ton véhicule, tu ne peux pas revenir en arrière. C'était comme les flèches à terre à l'épicerie, mais dans le bois. Là, tu te dis, mais je suis seul. T'es tout seul avec ta blonde ou ton chum dans un sentier, peu importe, il n'y a personne. Mais on avait inventé ces genres de simagrées-là pour se donner une impression de contrôle, pour se penser qu'on a une emprise sur le réel, Exactement ça, oui. alors que c'est quelque chose qui nous dépassait complètement. Il y avait même des endroits où on disait qu'il faut respecter la distanciation entre les véhicules. Faut qu'il y ait 2 mètres entre les chars. Bon Saint-Anne, je pense. Hein? On était dans l'ordre Mais du religieux, du rituel. Là, mais l'écologie tombe un peu dans la même chose. C'est évidemment qu'il y a des enjeux. Bon, l'eau potable dans certains endroits, on comprend. Bon, l'énergie, par exemple, si vous êtes en Allemagne, on comprend tout ça. Mais tu sais, l'idée de dire que hey, là, il y a une fête, c'est la Saint-Jean-Baptiste, tout ça, on faisait normalement éclater des feux d'artifice. Non, on le fera plus parce que sinon la Terre va exploser. Et que des gens. Là, il y avait un article de journal cette semaine qui nous disait que les gens qui vivent près d'une station-service allaient mourir du cancer. Tu sais, on est dans on est dans une espèce de délire. Là. Le problème, c'est que la science, bien évidemment, peut détecter toutes sortes de phénomènes, puis on sait que vivre est en général très mauvais pour la santé, tu sais, au départ. Ouais. Et donc, c'est sûr que si on se met, puis j'y crois, là, dans le sens où j'imagine que si on allume des feux, il y a des particules qui se dégagent de ça. Puis c'est sûr que si on prend des sondes puis qu'on va regarder, bien évidemment que probablement que la qualité de l'air n'est pas pure à 100%, mais on est vraiment dans une sorte de puritanisme écologiste. Donc, un environnement 100% sain, on est dans l'ordre de l'utopie, là, comme une société parfaitement égalitaire, la grande utopie du communisme. Une société ne sera jamais 100% égalitaire. Elle serait d'ailleurs ultra aseptisée. Elle n'aurait pas de vitalité pour finalement engendrer de la richesse, du plaisir, etc. Donc, cette utopie de la société 100% saine, c'est ça. C'est la nouvelle grande utopie d'une certaine façon. C'est ce qui a emmené le sanitarisme. Beaucoup de gens critiquent cette notion-là que j'ai emmené, le sanitarisme, mais je pense qu'elle est très concrète d'une certaine façon. Là. Et donc, quand la CEPAC invite ou songe à peut-être interdire éventuellement des feux de camp, on est dans cette utopie là, d'un environnement parfaitement sain. Et ça n'existera jamais, comme une société 100% égalitaire n'existera jamais. Quelles sont les autres grandes utopies contemporaines Ben oui, une société sans violence, sans racisme, sans rien, tout ça n'existera jamais. Là. Le monde de Miss Univers n'existera pas. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que tu nous parles de Mexico comme de quoi on n'est pas dans le sanitarisme un peu comme au Québec. Par contre, quand on parle de cancel culture, notamment au niveau de l'esclavagisme ou du colonialisme, on sent qu'il y a une tendance du côté de l'Amérique latine à aller vers là également. Ton texte sur à la recherche des conquistadors, c'est un peu dans cette direction-là que ça allait.
Veux-tu nous embarquer un petit peu sur ce sujet-là, s'il te Je le plaît? partage à l'écran au moment si les gens veulent le retrouver. Là, c'est ça, Oui, c'est un reportage que tu as fait et une tu autre parles de cette exclusivité figure. Libra-Média. Donc, oui, effectivement, quand on parle de contenu original, c'est un bon exemple. Donc, j'ai fait un reportage sur la figure de Cortés, qui est le conquistador par excellence au Mexique. On lui doit la chute de l'Empire aztèque, rien de moins. Et c'est une histoire qui est fascinante, hein, parce qu'on parle quand même d'une poignée de conquistadors qui réussissent à faire tomber un empire constitué de dizaines de milliers de personnes. Parce que quand Cortés arrive au Mexique, c'est pas comme le Québec, là. C'est-à-dire ici, il y a des milliers, voire des millions d'habitants. Donc, Mhm. on est loin de quelques tribus isolées ici et là. Donc, on arrive, puis il y a une population. Même qu'on dit que quand Cortés arrive à Mexico au début du 16e siècle, on dit qu'il y a peut-être plus de gens à Mexico qu'à Paris. Là. Donc, on arrive dans au palais. Oui, il y avait beaucoup de territoires non cédés. Là. Ouais, on parle de civilisation structurée versus des tribus, comme on voit plus en Amérique du Nord, C'est autrement ça. dit. C'est pas pour dénigrer ou dévaloriser Ah non, c'est un constat. Là. Ouais. les communautés autochtones du Canada, puis effectivement de l'Amérique du Nord, mais on n'était pas effectivement dans le même genre de système, même genre d'organisation sociale. Et donc, je parle de Cortés pour montrer que c'est une figure ONI, effectivement, qui a été victime, même bien avant le wokisme, d'une sorte de cancellation. Donc, c'est un personnage, disons, qui a été annulé avant le temps. Ça, c'est clair. Et ça me permet aussi de parler du refus de l'héritage espagnol au Mexique, qui est effectivement alimenté actuellement par le président actuel, Andrés Manuel López Obrador, qui est vraiment une figure du décolonialisme en Amérique latine, qui est très populiste. Et aussi, en Amérique latine, comme la grande majorité de la population est d'origine autochtone, être, disons, pro-autochtone, c'est très populiste. C'est un peu facile. Bon, les Blancs sont riches, les Bruns sont pauvres. Ouais. C'est un peu, voire très vrai. Moi, j'ai un peu une fibre un peu à gauche, d'ailleurs, en Amérique latine, sur certains sujets. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, on s'imagine, on est un peu pris dans le dôme au Québec, un peu beaucoup, et on s'imagine que, bon, ces débats-là, c'est seulement en Amérique du Nord, est-ce qu'il faut déboulonner les généraux anglais qui ont... on Ouais, parle la beaucoup statue de John A. MacDonald et autres, là, puis on parle beaucoup, bon, des cimetières, là... autochtones. Ouais, c'est ça. Donc, des gens qui ont été enterrés sans l'accord des parents, tout ça. Des fois, c'est des vrais canulars en passant de la gauche. Là, on avait aussi fait un truc là-dessus à Libra-Média. Il va falloir qu'on le prouve, ça, en passant, là, qu'il y a vraiment des gens qui ont été enterrés sur ces sites-là, parce que souvent, ça n'est pas prouvé. Et si on se met à faire en passant des fouilles, on va trouver pas mal de monde. Là. Si vous pouvez creuser à pas mal d'endroits, vous pouvez trouver du monde. Puis vous n'avez pas juste trouvé des Autochtones, là, vous avez trouvé des Blancs aussi. Enfin. Donc, un reportage au Mexique, dans la ville de Cuernavaca, pas très loin d'ici. Donc, je me rends sur les lieux du palais d'Hernán Cortés qui vient d'être ouvert. Il était fermé depuis 2017 parce qu'il y avait eu un tremblement de terre qui avait ébranlé les fondations de beaucoup d'édifices dans la région. Donc, c'est ça. Ça nous permet de voir comment ici, en Amérique latine, le mouvement décolonial fonctionne. Puis ça permet de faire des parallèles parce que c'est un peu la même chose, dans le sens où autant au Canada, on va refuser l'héritage britannique, l'héritage français, territoire non cédé, autant en Amérique latine, à la place de la France et de l'Angleterre, c'est l'Espagne. Donc, là, la figure ONI diabolique, c'est l'Espagne. Malgré que l'Espagne reste au Mexique le deuxième partenaire économique du Mexique. Donc, tu sais, il y a un refus aussi du réel à travers ça. C'est-à-dire que vous pouvez bien vous en prendre à l'Espagne, dire que bon, la conquête, c'est des méchants, mais dans la réalité, vous êtes beaucoup plus espagnol que vous le pensez. Et votre deuxième partenaire économique, c'est l'Espagne. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux avoir des bonnes relations avec l'Espagne qu'accuser toujours l'Espagne d'être le méchant colonisateur. Tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu le message que je lance à travers ce reportage-là. Oui, c'est assez incroyable, pareil, de Parce que, réaliser ça. Là. Puis, autrement dit, on essaie de supprimer de l'histoire ce personnage-là que tu nous décris dans le texte. Oui, c'est ça. Tu sais, Mané, le maire de New York, dont j'oublie le nom, voulait déboulonner Christophe Colomb, du Columbus Square, ou je sais plutôt, il y a une place célèbre à New York.
À Mexico, ça a été pareil. Donc, il y a une statue de Christophe Colomb qui est contestée. On en a enlevé une ou deux. Donc, il y a toute la question du déboulonnage des statues. Et moi, je trouve ça très dommage parce que je le dis souvent à mes amis mexicains qui sont plutôt de tendance décoloniale, je leur dis, vous êtes beaucoup plus espagnol que vous le pensez. Et si vous allez faire un tour à Madrid, si vous allez faire un tour en Espagne, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus espagnol, peut-être plus espagnol qu'autochtone d'une certaine façon. Et ça ne sert à rien de nier. Puis c'est comme les Québécois aussi, on pourrait Ouais, dire c'est ce que j'allais dire. on est des purs descendants des Français. Mais non, vous n'êtes pas des purs Français. Nous ne sommes pas des purs Français. Nous avons un côté très anglais, évidemment, les Québécois. On a Et- aussi de l'irlandais. Donc, s'inventer une histoire, un mythe-histoire pour nous faire croire un peu à la bas-côté qu'on est des purs descendants de la Nouvelle-France, oui et non, là, dans le sens où, oui, Ah sur non, le ouais. plan génétique, là, mais de nier l'influence britannique au Québec est complètement c'est un fantasme complètement Ça frappe ridicule. beaucoup de gens, honnêtement. Beaucoup de gens qui voyagent pour la première fois en Europe sont frappés par ça. Puis c'est l'expérience que j'ai faite moi aussi, puis que plein de gens que je connais ont faite. C'est qu'on s'est tous fait dire ça, là, on est Français, c'est nos cousins et tout ça. Et les Québécois, beaucoup de Québécois qui vont à Paris, qui vont en France, se rendent compte que, bon, au niveau de la convivialité, de comment on interagit entre les autres, c'est très différent. Je parlais même avec un de nos auditeurs à un moment donné qui me disait qu'il avait travaillé en France. Il me disait le système de caste implicite là-bas, où, tu sais, au Québec, on est habitué qu'il n'y a pas de classe sociale. Un employé rentre dans le bureau de son patron en disant qu'il n'est pas content. C'est normal. Là-bas, tu ne parles pas à ton patron, tu parles au premier, supérieur dans la hiérarchie. Ça ne se fait pas s'adresser directement au patron si tu travailles dans une usine, un hôpital ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est monsieur un tel et vous ne lui parlez pas. Tu sais. Et c'est comme ça et c'est bien vu. Et beaucoup de gens, beaucoup de Québécois vont en vacances en Angleterre, à Londres, ils vont se promener et se rendre compte que, OK, il y a un côté. Voyons, j'ai comme l'impression d'être quand même un peu chez moi. Tu sais, les codes culturels, la manière de parler, l'entre-gens des gens ressemble beaucoup plus à ce que je vis. Puis ça, c'est des choses que tu peux expérimenter dans la majorité des pays du Commonwealth. Là. Il y a comme quelque chose qui s'est instauré culturellement, un genre de bonhomie, un côté où tout le monde peut parler aux autres sans trop de différenciation. Et c'est là que tu réalises, tu te dis, OK, ben, j'ai la langue des Français, ou en tout cas une partie de la langue des Français, mais l'héritage de la culture britannique a insufflé sur le Québec beaucoup plus que ce que les gens peuvent Je penser, ne serait-ce que dans notre alimentation aussi même. Là. ne sais pas dire de ne pas aller en France. C'est comme moi, quand je dis ça, s'il y a quelqu'un qui va en France, c'est bien moi. Là. Je dis pas, mais la Ben question, non. c'est pas parce que vous n'êtes pas 100%, vous ne partagez pas 100% des codes de la France que vous devez vous limiter aux États-Unis. C'est pas ça que je dis non plus. Là. C'est juste que nier effectivement les influences culturelles et c'est le phénomène du métissage finalement. Pour moi, relève de la pensée magique puis un peu du mythe-histoire. Là. Donc, au contraire, en fait, quand on est québécois, on va en France, il vaut mieux en fait jouer un peu la carte nord-américaine. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui peut nous aider à percer le milieu. Donc, cette espèce de fraîcheur nord-américaine est très bien accueillie en France et on a tout intérêt finalement à cultiver une certaine différence. Mhm. Plutôt que se faire croire qu'on est les descendants des directs des Gaulois. Il y a quand même quelque chose dans cette espèce de fantasme péquiste un peu ridicule. Là. Mais Est-ce que je me trompe, Jérôme? C'est une des questions de ton côté que peut-être dans les 10 dernières années, tu as le plus évolué dans ta pensée? oui et non. J'ai jamais pensé qu'on était plus français qu'américain mais effectivement, les gens perçoivent une évolution dans ma pensée parce qu'au départ, j'étais plutôt perçu comme un souverainiste dur, là. Mais comment dire Ben, je pense que je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais je pense que comme beaucoup de. Ben, je sais pas si tu revendiques ce qualificatif-là, mais je pense que comme beaucoup de nationalistes québécois, le comportement du nationaliste québécois, entre autres pendant la pandémie, c'était une catastrophe. Là. Tu le disais toi-même souvent, ces gens-là prétendent être des apôtres du collectif et de l'unité nationale, tout ça, et ils ont tout fait pour déchirer le tissu social pendant cette période-là. Puis genre, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints,
au fil du temps qui, justement, viennent un peu de cette mouvance-là. Bon, pas nécessairement toujours souverainiste, mais quand même, je dirais, nationaliste, et qui n'en revenaient pas là, de voir le... Oui, je vais préciser effectivement ma pensée. La question est bonne, Yann. C'est-à-dire, ma rupture, c'est moins avec le nationalisme comme tel qu'avec tout l'univers technocratique qui l'accompagne. C'est-à-dire, je suis encore très francophile. Puis moi, je me sens très bien à Paris, là. Je pense que les gens le voient là, quand je suis là. Oui. Je pense que je suis assez bien intégré, puis ça me fait pas très peur. Là, autant je suis bien aussi intégré à Mexico. Mais la rupture, elle est là. C'est-à-dire que moi, je suis pour la langue française, je suis pour la culture en général. Je suis plus français qu'anglais. Moi, personnellement, je suis plus français qu'américain, là. Mais en même temps, je suis capable de reconnaître que le peuple québécois est plus américain, sans doute, que français, ou en tout cas, la moitié-moitié. Les gens font les calculs qu'ils veulent. Mais sur le plan de la technocratie, du contrôle, la bureaucratie linguistique, la bureaucratie sanitaire, cette espèce de sanitarisme linguistique, d'une certaine façon, qu'on veut imposer, là, c'est vrai que j'ai développé des réserves. Et mon intégration en Amérique latine m'a montré aussi que les langues, les rapports de force culturelle, ça ne se contrôle pas comme on veut. Là. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de décréter plus de lois pour dire là, vous allez protéger le français. Ça a marché à une certaine époque. Il y a eu une époque pour ça, une époque très politique, où il fallait probablement la loi 101. Mais là, on n'est plus exactement à cette même époque. Et quand je vois juste la progression de l'espagnol aux États-Unis, on voit bien que souvent, les cultures, c'est quelque chose de très organique et finalement, il y a quelque chose d'un peu illusoire à penser qu'on peut contrôler des flux culturels seulement en décrétant des lois. Puis effectivement, la pandémie et cet amour des règles qu'ont les nationalistes qui s'est révélé durant la pandémie, ça, moi, j'adhère pas à ça. Moi, ce réglementarisme-là, donc je suis très francophile, très nationaliste. Mais tout ce qui est contrôle social, technocratie, bureaucratie, État-providence, je pense que là, on est arrivé à l'époque où c'est le contraire. Je pense que ce maintien en vie, c'est-à-dire qu'on a un peu mis la culture québécoise sous respirateur artificiel grâce à l'État. Et là, je pense qu'on est arrivé au moment où ça nuit plus à la culture québécoise que ça l'aide. Parce qu'on crée des produits culturels qui sont artificiels, qui ne relèvent pas d'une force culturelle organique. Et on voit ce que ça donne. Ça donne même des Québécois qui ne veulent plus fêter Noël et qui s'en remettent à l'État. Et un peuple qui a peur de fêter Noël, c'est un peuple qui n'a aucun avenir culturel. Ça, c'est sûr. Donc, ma rupture, c'est moins avec le nationalisme qu'avec la technocratie nationaliste. Avec le réflexe étatiste. Là. C'est le réflexe étatiste qui, ça, c'est peut-être un peu un genre d'héritage français qui est très, 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 très pesant. Tu sais, Louis XIV disait « l'État, c'est moi ». Mais au Québec, on parlait de l'environnement avant, mais tu regardais la manifestation qu'il y avait en fin de semaine, puis on va se quitter après ça. Là. Mais on regardait la manifestation qu'il y avait en fin de semaine pour le Jour de la Terre, et c'est que des gens qui sont là. Quelles sont leurs revendications, en fait? Plus de règlements, plus de lois. Qu'est-ce que le gouvernement attend? Qu'est-ce que les dirigeants attendent? Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Agir étant mettre des lois, mettre des restrictions, mettre des interdictions. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais vous, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour agir? Mettez-vous ensemble, achetez-vous des terrains quelque part, faites une commune, cultivez des légumes bio, faites votre retour à la terre, vivez de vos idées, de votre vie, de vos affaires. Même chose avec les nationalistes québécois qui ont peur de disparaître. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous mettre en marche? Faites des enfants, reproduisez-vous, reconquérez. Partez à la reconquête de votre île merveilleuse et remplissez-la de jeunes francophones qui vont être amoureux de la langue. C'est comme ça que vous allez faire quelque chose. C'est pas en pleurnichant et en attendant des règlements. Oui, mais qu'est-ce qu'attend le gouvernement? Tu sais, ça fait penser à l'histoire de quand il y avait eu le déluge à Haïti et que tu avais les gens assis sur des toits qui disaient on attend le gouvernement. Ben, qu'est-ce que vous. On dirait qu'on est un peu comme ça. On attend tout le temps que quelqu'un nous prenne par la main pour accomplir les idées qu'on. Tu sais, je veux dire, les révolutionnaires par le passé, là, ils n'attendaient pas que le gouvernement les prenne par la main. Ils prenaient en main eux-mêmes les choses, tu sais, d'une certaine manière, pour vivre leurs idées, vivre leurs affaires. Mais si le déclin de la culture vous préoccupe, créez des produits culturels, faites des choses.
Si le nationalisme québécois, c'est d'empêcher les immigrants hindous, indiens, à Montréal de vendre des muffins sur la rue parce que c'est contraire aux normes sanitaires, moi, je décroche complètement. Écoute, ça a déjà fait scandale à Québécois. À un moment donné, Richard Martineau commentait ça le matin avec un collègue. Hey, il y a des Indiens, des Canadiens d'origine indienne vendent des plats cuisinés chez eux. C'est contre les normes sanitaires. Aïe, vous êtes donc bien des obsédés du règlement, à quel point c'est pathétique. C'est incroyable. Imaginez comment on vend de bouffe de rue ici. Tu dis, votre préoccupation du matin, c'est celle-là. Mais je suis content, Yann, que tu me posais la question, parce qu'on ne me donne pas souvent l'occasion de m'expliquer. Souvent, plusieurs s'en remettent à des clichés. Puis récemment, j'ai dit encore sur les réseaux sociaux, ouais, Blanchet-Gravel, c'est la Radio X qui l'a corrompu. Pour eux, leur analyse, c'est ça. Attention, là, c'est beaucoup moins. Et plus indépendant d'esprit que ça, Jérôme, sérieusement. C'est ça, je suis très content d'être à Radio X. Ça fait quand même 4 ans que j'habite plus vraiment à Québec. J'y retourne par contre, là, mais vous comprenez, c'est beaucoup moins Radio X que la pandémie et 4 ans à Mexico qui ont changé ma perspective. Puis si vous vous intéressiez vraiment aux gens et si vous avez une certaine générosité, peut-être que vous pourriez me laisser m'expliquer comme on vient de le faire, au lieu de s'en remettre. C'est Radio. Blanchet-Gravel voulait faire de l'argent, il commençait à faire du Québec bashing à Radio X. De quoi vous parlez, là? Mais lisez-moi, j'ai produit des livres en plus durant cette période-là, enfin. Et merci de me laisser m'expliquer. Ouais. On débunk plusieurs choses. La dernière fois que tu es venu, c'était ton appartenance au KGB. Là, c'est Ah oui, ça, c'est marrant. Alors, on va faire ça à chaque fois. À chaque fois, on va débunker un mythe sur Jérôme Blanchet-Gravel. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. On rappelle aux gens, Libre Média, vous pouvez vous abonner. C'est à partir de combien par mois, juste pour donner une idée aux gens? 3,69 plus taxes. On maintient encore ce prix-là. Ça fait plus d'1 an que c'est le prix de base. Je pense qu'on va le maintenir encore. Bon, écoute, une bonne nouvelle de plus, il n'y a pas d'inflation à Libre Média. C'est chez nous non plus d'ailleurs. Fait que on remercie les gens d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous, Libre Média. Et Jérôme est avec nous. On essaie 1 fois ou 2 semaines pour discuter de ces dossiers d'actualité-là, débunker quelques mythes. Et justement, c'est ça, mettre en valeur du contenu culturel québécois. C'est ça qu'on fait, nous autres, en invitant. Et non subventionné. Et non subventionné, libre et indépendant. C'est ça qui est le plus important. Merci, Jérôme, d'avoir été là. Merci, messieurs, un plaisir.